Bonjour, bienvenue sur The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Louis Derouzier, analyste chez Carotte Capital, un fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bacot, CTO chez Sports Dynamics, une société de sports analytics à destination des experts du sport. Bonjour Vincent. Bonjour Louis. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Pour commencer, je te propose de te présenter et de revenir un petit peu sur ton parcours assez rapidement. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, donc je suis Vincent Bacot, CTO de Sports Dynamics. Je suis de formation physicien, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'ingénieur et ensuite j'ai effectué une thèse en physique fondamentale dont on pourrait parler une autre fois, qui était très intéressante sur les ondes. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe de recherche justement en physique du sport. Et de là, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité et quelque chose à faire de très intéressant dans les sports analytics. C'est ce qui m'a poussé à lancer Sports Dynamics, société qu'on a créée il y a un peu moins d'un an maintenant avec laquelle on essaie justement de pousser de nouveaux types de sports analytics en étudiant les mouvements des joueurs sur les terrains, donc dans les sports collectifs, pour proposer une nouvelle façon d'analyser le sport. Ok. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus en profondeur sur ce que fait précisément Sports Dynamics en termes de proposition de valeur ? Alors oui, en fait notre marché premier, principal et actuel et go-to-market, c'est les clubs de football. Même si bien sûr il y aura à terme beaucoup d'intérêt dans d'autres sports collectifs, mais ce qu'on leur propose, ce sont sous différents formats d'ailleurs, des insights, donc des mesures quantitatives de la performance de leurs joueurs au niveau individuel et collectif. Et donc du coup, il y a plusieurs. En fait, il y a trois use cases, disons, principaux. Le premier, c'est le suivi de la performance de sa propre équipe. Donc aller un peu au-delà du ressenti du coach, disons, pour évaluer si un joueur a bien performé ou pas, voir comment sa performance évolue dans la saison, et puis voir si on va le garder dans l'effectif à la fin de la saison. Et le deuxième use case, c'est l'analyse des adversaires, trouver le mieux possible leurs faiblesses, pour pouvoir savoir comment les exploiter. Et le troisième use case, bien sûr, c'est la recherche de potentiels talents, ce qu'on appelle le scouting, qui est donc l'analyse des joueurs des autres équipes pour essayer de recruter les meilleurs potentiels à chaque mercato. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme insight, par exemple, à destination de ces équipes ? Qu'est-ce que vous proposez en termes de mesures quantitatives ? Alors, nous, tout ce qu'on mesure, ce sont les aspects dynamiques du jeu. Donc l'idée, c'est que un sport collectif, c'est constitué de deux équipes qui jouent avec le ballon, mais en fait, chaque joueur, et on aime bien d'ailleurs citer Johan Cruyff qui disait la chose suivante, pour chaque joueur, le plus important, c'est ce qu'on fait pendant les 87 minutes sur 90 d'un match où on n'a pas le ballon. Parce que le joueur, en moyenne, il touche le ballon pendant 2-3 minutes, c'est déjà pas mal dans tout son match. Donc en fait, nous, ce qu'on analyse, c'est vraiment les mouvements collectifs coordonnés de tous les joueurs pour essayer de comprendre comment, par ces mouvements, ils permettent de créer des opportunités de jeu et donc d'apporter quelque chose à leur équipe. Et donc, nous, tout ce qu'on analyse, c'est les aspects dynamiques du jeu. Donc on a des mesures, pour donner des exemples précis associés au football, de ce qu'on appelle le pressing, c'est-à-dire comment on peut analyser donc, les mouvements coordonnés des joueurs pour mettre de la pression, c'est-à-dire mettre mal à l'aise, entre guillemets, l'adversaire qui a le ballon et le forcer à faire une erreur. On a aussi des mesures, bien sûr, dans l'autre sens, de comment l'équipe adverse arrive à se créer des opportunités, notamment la qualité des appels des attaquants. On aime bien par exemple citer d'ailleurs l'exemple de Giroud pendant la dernière Coupe du Monde. Tout le travail qu'il a pu faire pour proposer quelque chose à son équipe, créer des espaces pour lui et pour ses coéquipiers, c'est le genre de choses que l'on mesure. D'accord.
Et comment vous arrivez à ces conclusions? C'est quoi les données en entrée que vous prenez? Vous servez des retransmissions officielles? Vous servez de... Qu'est-ce que vous avez comme entrée? Oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, nous, on prend en entrée directement déjà les positions des joueurs. Donc X, Y de chaque joueur à chaque instant pendant un match sur le terrain. Pour obtenir ça, bien sûr, il y a une première étape qui est une étape qu'on appelle de vidéo tracking, que nous, en fait, nous ne faisons pas parce qu'il y a déjà de très nombreux acteurs sur le marché qui le font et qui le font très bien. Et ça se développe d'ailleurs de plus en plus. Il y a de plus en plus d'acteurs qui le font. Il y a même d'ailleurs récemment Amazon qui s'est lancé là-dessus. Et on prend directement ces données en entrée. Donc en fait, la plupart des clubs de haut niveau ont déjà des fournisseurs qui leur proposent de faire cette première étape qui est de récupérer, de prendre des images de caméras ou installées dans le stade ou même parfois de la télé pour récupérer les positions des joueurs. Et c'est là qu'intervient l'étape bien sûr la plus intéressante de notre point de vue, c'est comment on analyse ces données pour créer des mesures de performance qui permettent de donner des indications pertinentes sur la performance des joueurs aux experts du sport. Et pour l'instant, vous êtes à quel stade de votre produit? Il est en train d'être finalisé? Il est en train d'être commercialisé? Oui, alors c'est effectivement, donc on a lancé pour cette saison une première version de notre produit qui est une version, disons-le, comment dire, bien sûr, qui demande à être encore fortement développée pour la saison prochaine. On peut l'appeler d'une certaine façon MVP, même si elle apporte déjà beaucoup de valeur et elle a déjà convaincu plusieurs clubs de travailler avec nous. Donc on est déjà très content de cette version. Mais oui, effectivement, donc on développe à la fois une plateforme pour pouvoir utiliser tous les indicateurs que l'on propose. Et effectivement, d'une manière générale aussi, effectivement, de nouveaux types d'indicateurs pour les clubs, etc. Ok, très bien. Donc là, on a une bonne image de ce qu'est Sports Dynamics actuellement, mais c'est quoi pour toi les prochaines grandes étapes technologiques ou de développement commercial? Oui, alors, nous, en fait, on compte, devenir vraiment une référence des sports analytics. C'est ça vraiment l'enjeu principal pour nous, apporter de plus en plus d'indicateurs innovants, de nouvelles façons de mesurer la performance pour d'abord le football. Et donc du coup, les prochaines étapes pour nous, effectivement, alors il y a différentes milestones sur lesquels je peux revenir, mais c'est plutôt de courir cette course et à la fois quelque part l'interprétabilité, créer des métriques qui soient de plus en plus faciles à utiliser et bien sûr la précision, la capacité prédictive de tout ce qu'on peut mesurer. Donc en fait, nos prochaines étapes de développement, c'est d'investir massivement à partir de ce qu'on a qui est déjà énorme et qui a déjà une énorme valeur pour nos clients, mais pour continuer à développer ça de façon très importante. Donc ça prendra différentes formes, mais par exemple une V2 de la plateforme pour l'année prochaine qui permettent de créer aussi de nouveaux usages pour les clubs. On peut penser notamment à des dimensions un peu plus prospectives de l'analyse sportive, au sens où aujourd'hui on analyse beaucoup ce qui s'est passé. Bien, on a envie aussi de pouvoir mieux analyser ce qui pourrait se passer si on faisait des choix différents dans le futur, etc. Donc voilà, je ne veux pas trop donner de détails parce que il y a plein d'aspects d'abord. Mais oui, nous, l'enjeu principal, c'est vraiment de continuer à développer cette compétence en SWOT Analytics. Ok. Donc j'imagine que ces nouvelles métriques dont tu parles, ouais. Il y a une notion que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce qu'elles existent déjà, on va dire, dans la tête des experts du sport, d'un coach? Oui, en grande partie, oui. Il aimerait dire,
ah, j'aimerais bien qu'on traque ça, mais on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Ou alors c'est vous qui vous aimeriez définir des nouvelles métriques à suivre et un nouvel état de l'art, on va dire. C'est-à-dire, on n'avait jamais regardé ça, les gens n'avaient jamais prêté attention à, je sais pas, à telle répartition sur la surface. Maintenant, on se rend compte que c'est très important. Je sais pas si c'est très clair ma question, mais... Oui, en fait, la question... En fait, bien sûr, c'est les deux. C'est-à-dire que très souvent, et c'est très important dans le développement, l'initiative vient effectivement du client. C'est-à-dire que le développement est guidé par le client. Comme tu dis, très souvent, simplement, ils nous disent, bah voilà, nous, on aimerait mesurer ça et on peut pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais ça marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'on peut pas juste partir de ça. Il faut qu'on ait aussi un fil rouge pour pouvoir faire des propositions. Et donc, du coup, la façon dont ça fonctionne, c'est que on leur dit, bah voilà, nous, on va être capable justement d'analyser tous ces aspects dynamiques du jeu, tous les mouvements coordonnés des joueurs, etc. Qu'est-ce qui là-dedans vous intéresse le plus en fait? Et c'est là que ça peut marcher. Ils vont nous dire, ah oui, bah, du coup, on aimerait analyser telle chose et on peut pas. Et là, on dit, bah, nous, on va pouvoir. Et effectivement, ce qui est fantastique, c'est qu'avec la flexibilité de l'approche qu'on a développée, on a la chance d'avoir cette situation où quand on a un client qui nous demande de développer une nouvelle métrique, généralement, la réponse est oui, on peut le faire, et oui, on va le faire d'ici 2 semaines. Ok, impressionnant. Donc on a, ouais, pour le moment en tout cas, beaucoup de chance là-dessus, mais c'est vraiment, ouais, c'est ça aussi qui est passionnant. Ok. Comment t'en es venu à innover dans ce secteur? Alors, un peu par hasard en fait. Comme je l'ai expliqué, moi je suis issu de la recherche en physique fondamentale, et je me destinais vraiment à devenir chercheur. L'entrepreneuriat, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de passionnant, mais c'était pas ce vers quoi je me dirigeais naturellement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint donc ce groupe de recherche à l'école polytechnique en postdoctorat. Et donc postdoctorat, c'est chercheur contractuel après la thèse. Et bien, j'ai rejoint donc ce groupe qui était un groupe que j'ai rejoint parce que c'est un groupe pionnier qui était fondé il y a une dizaine d'années, qui justement se propose d'analyser le sport sous l'angle de la physique et de la mécanique, et qui de ce point de vue-là est très novateur, parce que traditionnellement la science du sport en fait c'est dominé par la science du corps, par l'aspect physiologique. Et donc, bien sûr aussi, il y a un certain nombre d'études statistiques qui font des études très intéressants, mais il y avait personne qui justement prenait cet angle de l'étude mécanique des mouvements pour essayer d'apporter quelque chose. Et donc du coup, j'ai rejoint ce projet parce que je trouvais que c'était hyper intéressant d'un point de vue scientifique, exploratoire, qu'il y avait énormément de choses à faire et tout un champ de recherche nouveau à ouvrir. Et donc, je l'ai rejoint d'abord pour la recherche. Et puis, assez vite, finalement, avec nos premiers échanges, bien sûr, avec des sportifs de haut niveau, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin qui était énorme chez eux, de mieux caractériser la performance, d'avoir des applications concrètes. Et donc, j'ai décidé de sauter le pas en me rendant compte que, eh bien, on avait d'abord commencé à travailler sur des choses vraiment passionnantes, en me rendant compte d'autre part que si je sautais pas le pas moi-même, peut-être personne ne le ferait, en tout cas pas de cette façon-là. Et enfin, encore une fois, qu'il y avait une aventure passionnante à la clé, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à apporter au Sports Analytics. Comment tu sautes ce pas justement? C'est quoi les différentes étapes? Est-ce que ça a été accepté par ton équipe de recherche, ou c'est... Comment ça fonctionne exactement? Alors c'est vrai que c'est pas une décision facile. Encore une fois, en fait, la première chose la première raison pour laquelle ça a été un peu une décision difficile à prendre, c'est que je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de demi-mesure en fait. C'est-à-dire que mon plan de carrière initial de continuer dans la recherche n'était pas compatible avec le fait de lancer une boîte, tout simplement. Aujourd'hui, si j'essayais, à bout de quelques années, de revenir dans la recherche, après avoir lancé ma boîte, j'aurais toutes les difficultés du monde à valoriser cette expérience de start-up, à trouver donc un poste de professeur. Et donc,
Donc je sais bien que c'est pas possible. Donc ça veut dire que quand je prends la décision, c'est aussi un renoncement à la carrière de chercheur. Mais pourtant, il y a des passerelles qui existent avec 20% du temps sur une boîte et 80% du temps sur la recherche, par exemple. Des passerelles chercheurs-entrepreneurs mises en place par le CNRS. Je connais effectivement un dispositif similaire. En fait, moi, j'ai l'impression que ces dispositifs sont très bien adaptés pour, en gros, participer à à une aventure entrepreneuriale. C'est plus compliqué quand l'ambition, c'est d'en être vraiment le porteur principal, l'initiateur. Et donc, effectivement, j'ai commencé par chercher ça, en fait. Chercher, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'allier un peu les deux, de continuer à être chercheur tout en essayant de porter ce projet. Et en fait, en tout cas, de mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était très difficile. Et je me suis rendu compte voilà, que ça ne marchait pas, qu'il fallait prendre la décision. Et à un moment, il faut se décider. Donc j'y suis allé et je ne regrette pas du tout. Ok. Et pourtant, vous faites partie aussi du programme RISE, Oui. qui est porté par le CNRS. Oui. Et tu fais partie Sports Dynamics fait partie de l'Agora Nov, Oui. donc qui est un incubateur deep tech. Oui. Et qu'est-ce que ces programmes qui Alors, vous ont apporté? Est-ce que, on a l'impression que tu as quitté le CNRS entièrement, mais... J'ai quitté, encore une fois, l'ambition de faire une carrière dans la recherche. Ouais, d'accord. Par contre, tous ces programmes que tu fais très bien de citer ont, eux, un énorme intérêt justement pour aider cette transition. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est deux mondes complètement différents. On se rend certainement pas compte à quel point ils sont différents quand on vient de l'un et quand on passe vers l'autre. Et donc c'est très important d'être bien accompagné pour réussir ce passage. Et voilà, simplement pour être formé, être aidé à faire cette transition. Okay. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus sur comment ce programme t'a accompagné, qu'est-ce qu'ils apportent en général, et si tu les conseilles? Oui, alors, je conseille les deux. Les deux que tu as cités, donc RISE et l'incubateur Agoranov. Alors, très simplement, d'un point de vue personnel, parce que je sais que l'expérience est assez différente en fonction du profil et des projets. Mais RISE, ça m'a apporté plusieurs choses. D'abord, un accompagnement, j'allais dire, assez classique. C'est-à-dire que ça arrivait à un moment où, dans le projet, effectivement, j'avais un peu tous les mêmes problèmes qu'ont les start-upers. C'est-à-dire, il faut un peu, disons, réfléchir d'abord à des questions de levée de fonds et à les premières éventuelles embauches, les premiers partenariats, etc. Bien sûr aussi les bourses éventuelles auxquelles on peut essayer de postuler. Et donc tout ça, et justement, il faut faire un peu le tri dans tout ce qui peut exister et avoir une équipe entière qui nous aide vraiment à pouvoir réfléchir sur ces choses-là. C'était déjà le premier gros apport, quoi. Ce qui est un apport, quelque part, somme toute classique d'accompagnement, disons, start-up. Et puis, une autre dimension qui, pour moi, était particulièrement intéressante, c'est que il nous aidait d'un côté plus gestion de la propriété intellectuelle, puisque venant des scénaristes, forcément, ils ont une expertise intéressante là-dedans. Et puis, encore une fois aussi, ils nous ont aidé beaucoup, notamment à postuler au concours iLab, qui est donc un concours d'innovation organisé par la BPI. Et comme on l'a eu, ça a été vraiment très... comme on a gagné ce concours, ça a été vraiment très, très bénéfique de ce point de vue-là, mais c'est vraiment aussi grâce à eux. Donc voilà, c'est ça, d'un point de vue personnel, tous les bénéfices que j'en retire, qui sont nombreux du coup. Et ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que c'était très flexible. C'est-à-dire que vraiment, comme je disais, chaque projet en tire quelque chose d'autre parce qu'ils ont différentes ressources et ils adaptent vraiment l'accompagnement à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, du coup, on a rejoint depuis août l'incubateur Agoranov et qui
dans une certaine mesure, d'ailleurs, prend le relais sur des dimensions un peu similaires. Ils ont aussi une spécialisation Deep Tech qui est très intéressante. Et en plus de ça, ils ont toute une organisation de différents moments d'échange, share time, etc., qui sont très intéressants, avec en fait une communauté d'anciens et de présents, entre guillemets, c'est-à-dire d'incubés actuellement, qui est fantastique. C'est-à-dire que du coup, quand on a une formation, en fait, on apprend autant des co-incubés que des personnes qui viennent faire la formation lors de l'échange, et donc ça a une énorme valeur. Ok, super. Et ces incubateurs qui t'accompagnent via des séminaires, j'imagine, via des aides à la levée de fonds, pour t'expliquer. Comment tu t'es formé, toi, à cette dimension entrepreneuriale, plutôt business, en venant de la recherche? Quelles ont été tes sources d'informations pour découvrir ce monde-là? Moi, j'ai eu la chance d'avoir finalement beaucoup d'accompagnement, parce que j'ai cité donc ces incubateurs qui sont vraiment très intéressants dans le lancement du projet, mais même vraiment à l'initiation, j'ai pu bénéficier de deux choses très importantes. La première, c'était le programme Deep Tech Founder, qui est un programme justement qui est dédié aux chercheurs pour les confronter et leur amener tout simplement les codes de l'entrepreneuriat et les lancer dans le bain. Donc, d'ailleurs, avec une dimension qui était intéressante, c'est que le premier jour, ils nous ont dit « on est là pour vous aider à lancer votre boîte ou non ». C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont dit peut-être que c'est pas une bonne idée pour vous de lancer votre boîte. Et le but du programme, c'est de vous y former, mais avec le résultat possible que finalement, vous dites que c'est mieux de faire autre chose. Alors, la plupart du temps, c'est pas le cas, bien sûr, mais une formation, du coup, très adaptée, parce qu'effectivement, le projet d'entrepreneuriat n'est pas adapté à tous les projets d'innovation de recherche. Donc c'était très intéressant d'avoir cette ouverture dans ce programme-là. Et puis un peu en parallèle, et puis surtout à la fin, j'ai rejoint aussi un autre programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et Entrepreneur First, du coup, le but, c'est de trouver un cofondateur. Donc c'est en gros un programme qui est designé de telle sorte qu'on fait se rencontrer un certain nombre de profils qui ont vocation à être complémentaires, et puis on crée des équipes de deux qui vont porter un projet d'entrepreneuriat. Donc du coup, c'était un bon moteur aussi pour moi, d'abord pour avancer dans ma recherche de cofondateur qui était une étape importante bien sûr du lancement du projet. D'accord. On va arriver sur les questions de fin du podcast. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était une des excellentes surprises de passer dans l'entrepreneuriat. Ok, très bien. C'est un beau message pour les potentiels chercheurs qui nous écoutent. Exactement. D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut suivre ton travail? Eh bien, Twitter, Twitter Sports Dynamics, LinkedIn Sports Dynamics. Ok. Et voilà. D'accord. Et si on veut te contacter, même chose? Ouais, pareil. Parfait. Avec plaisir. Très bien. Je te remercie Vincent, c'était très intéressant. Merci à toi. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, n'hésitez pas à aller sur notre site internet Carotte Capital ou à nous envoyer un mail à contact@carotte.capital. Également, vous pouvez suivre ma série Medium LDR chez les VC. À bientôt.